Un peu avant 1 heure du matin, le 23 mai 1997, le service d'urgence a reçu un appel d'un homme affirmant que sa fille de 15 ans avait disparu. 3 policiers new-yorkais se sont rendus dans un immeuble résidentiel au 115 Central Park West, sur l'Upper West Side de Manhattan. Ils y ont trouvé un père inquiet, marchant nerveusement dans le hall. Il s'est adressé à l'officier de police Lee Fairman, expliquant que sa fille Daphné n'était pas rentrée chez elle la veille au soir et qu'il était très préoccupé. Le concierge de l'immeuble, qui avait entendu leur conversation par hasard, a dit au père que la jeune fille n'avait pas disparu. Il a affirmé avoir vu Daphné et un jeune homme entrer dans l'immeuble quelques minutes plus tôt et se diriger vers une pièce de service située à l'arrière du hall. Le père s'est immédiatement précipité vers cette pièce. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a trouvé sa fille et le jeune homme nus dans un grand évier, en train de se laver mutuellement. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique de Charge. Passons au cas. Au départ, les policiers ont supposé qu'ils avaient simplement surpris 2 adolescents dans une situation embarrassante. Cependant, l'un d'eux a remarqué quelques gouttes de sang sur les vêtements posés au sol. Il a demandé aux adolescents d'où venait le sang. Daphné a affirmé qu'ils étaient tombés en faisant du roller. Elle a montré une coupure à l'arrière de sa tête, tandis que le jeune homme, Christopher, portait des ecchymoses et de petites coupures. La quantité de sang sur les vêtements était minime, rendant leur histoire crédible. L'officier Fairman a signalé que la jeune fille avait été retrouvée, après quoi tout le monde s'est dispersé, laissant le père gérer cette situation embarrassante avec sa fille. Mais à 1h42 du matin, un appel anonyme est parvenu au numéro des urgences. Une voix féminine a déclaré à l'opérateur qu'elle avait vu un corps dans le lac de Central Park. Lorsqu'on lui a demandé plus de détails, la plante a répondu d'une voix tremblante. « Je ne savais pas ce que c'était au début. Quand j'ai réalisé que c'était un corps, j'ai pris peur et je suis parti en courant. » L'opérateur a tenté d'obtenir ces informations, mais elle a raccroché. Heureusement, le système des urgences avait déjà enregistré les coordonnées de la plante, y compris son numéro et son adresse. Le répartiteur a immédiatement transmis l'information à la police, précisant que l'appel provenait du même immeuble, au 115 Central Park West que les policiers venaient juste de quitter. L'officier Fairman est aussitôt retourné sur place pour découvrir ce qui se passait réellement. Daphné Abdella est née le 18 mai 1982. Selon les archives, ses parents biologiques sont morts dans un accident de voiture peu après sa naissance. On ignore exactement où elle est née, mais on suppose que c'était à New York. À seulement 3 jours, elle a été adoptée par Angelo et Catherine Abdella, un couple de Manhattan. Angelo était vice-président de CPC International, une société possédant plusieurs marques alimentaires comme Hellmond et le beurre de cacahuète Skippy. Catherine, quant à elle, était une ancienne mannequin en France. Le couple menait une vie aisée dans un appartement luxueux de l'immeuble Majestic, un bâtiment connu pour avoir été le domicile de nombreuses célébrités. Les Abdella vivaient au 20e étage, avec une vue imprenable sur Central Park. Lorsque Daphné a grandi, ils l'ont inscrite à la prestigieuse école Columbia Grammar and Preparatory School. Malgré son cadre de vie privilégié, Daphné s'est souvent montrée rebelle, ce qui lui a causé des problèmes. Les autres élèves la trouvaient étrange et son comportement provoquait souvent des tensions. Bien qu'elle ait été une bonne élève, elle a reçu plusieurs avertissements pour son attitude inappropriée. Finalement, elle a été expulsée de l'établissement. Par la suite, elle a été transférée à Loyola School, située sur l'Upper East Side de Manhattan. Au début, elle semblait mieux intégrée socialement, mais rapidement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle achetait ses amitiés, en distribuant de l'argent, de l'alcool, voire même de la drogue. Les autres adolescents n'ont pas mis longtemps à comprendre que l'argent ne pouvait pas compenser le comportement imprévisible de Daphné. Lorsqu'elle a frappé un élève au visage sans aucune raison, les autres ont commencé à l'éviter.
Sa consommation d'alcool était jugée excessive, même pour un adulte, et encore plus pour une jeune fille de 14 ans. Ses camarades de classe ont signalé qu'elle gardait du rhum dans son casier et qu'elle se présentait souvent ivre en cours. Lorsque ses parents ont découvert la situation, ils l'ont envoyée suivre un programme de désintoxication de 2 semaines à Westchester, après quoi elle devait assister aux réunions des alcooliques anonymes. Bien qu'elle ait participé à ces réunions, elle ne les voyait que comme une occasion de rencontrer d'autres personnes ayant des problèmes similaires avec qui elle pouvait passer du temps. Elle n'est pas restée longtemps dans sa nouvelle école avant d'être priée de partir. À la mi-année 1997, Daphné a été expulsée d'un 2e établissement privé. Elle ignorait complètement les règles imposées par ses parents et passait la majeure partie de son temps à fumer, boire et faire du roller en ville. Le soir, elle se rendait à Central Park à la recherche de compagnons de beuverie. Au début de cette année-là, elle a rencontré à Central Park un adolescent de 15 ans nommé Christopher Vasquez. Christopher est né le 1er janvier 1982 à New York, fils de Gérard Vasquez et Patricia Ray. Ses parents, qui s'étaient connus au lycée, vivaient dans la partie sud de Spanish Harlem, le quartier où ils avaient grandi. Leur relation s'est terminée et Christopher ainsi que sa sœur aînée Jennifer ont continué à vivre avec leur mère. Les parents de Patricia habitaient de l'autre côté du couloir, ce qui renforçait les liens familiaux. La famille fréquentait régulièrement l'église catholique du quartier où Christopher était enfant de chœur. Bien que séparés, ses parents ont réussi à financer ses études dans le lycée Saint Ignatius Loyola. Cependant, en 3e année, Christopher a commencé à montrer des signes d'anxiété et a un jour soudainement quitté sa salle de classe. On lui a diagnostiqué une agoraphobie, ce qui lui compliquait la vie dans les lieux publics. Il a commencé à prendre des médicaments contre l'anxiété, mais n'a pas pu retourner à l'école, et ses parents ont décidé de l'instruire à domicile. Comme ils travaillaient tous les deux, ils ont dû s'organiser pour lui permettre de poursuivre son éducation. Christopher était un garçon obéissant, engagé dans les scouts et passionné de hockey sur rollers. En 1996, il est retourné dans un lycée spécialisé pour les enfants ayant des besoins particuliers, qu'ils soient sociaux, physiques ou scolaires. Là, il a rencontré un groupe d'adolescents surnommés les Vandales de la côte Est. Ce groupe était connu pour s'en prendre à des enfants plus jeunes et enregistrer leurs actes de violence. Désireux de faire partie du groupe, Christopher a commencé à porter un couteau pliant de 10 cm. Pourtant, ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il était un garçon gentil, qui n'avait jamais cherché la bagarre et ne buvait pas excessivement, contrairement aux autres membres du groupe. En 1997, Christopher a commencé à ignorer les règles de sa mère et à rester dehors après le couvre-feu. Une nuit, à Central Park, il a rencontré Daphné et ils sont rapidement devenus proches. Beaucoup les considéraient comme un couple étrange. Daphné était bruyante et agressive, tandis que Christopher était réservé et amical. Elle venait d'une famille aisée, alors que ses parents faisaient partie de la classe ouvrière. Malgré leurs différences, ils passaient beaucoup de temps ensemble à faire du roller, fumer et boire dans le parc. À la mi-mai 1997, Christopher se trouvait dans le métro lorsqu'il a été attaqué par un groupe de jeunes qui l'ont volé et frappé. Par la suite, il est allé dans le parc où il a croisé les Vandales et leur a demandé de l'aider à se venger. Ceux-ci lui ont répondu qu'ils ne faisaient pas partie du groupe et qu'ils ne lui devaient rien. Cette réponse l'a profondément blessé. Ses amis ont remarqué qu'après cet incident, il avait commencé à boire davantage et à porter un couteau plus grand. Le 22 mai, Daphné n'avait aucune obligation et a décidé de passer la journée à faire du roller à Central Park. Expulsée de l'école, elle n'avait aucune autre activité. L'école lui avait permis de passer ses examens finaux à domicile à la fin du semestre, ce qui lui donnait toute liberté pour organiser ses journées comme elle l'entendait. Sa routine quotidienne consistait principalement à boire, fumer et patiner.
Depuis son appartement dans l'immeuble Majestic, situé sur la 72e rue Ouest, elle traversait Central Park West et entrait dans le parc. Elle se rendait souvent près de Strawberry Fields, le mémorial dédié à John Lennon, qui vivait dans l'immeuble Dakota sur le côté opposé du parc lorsqu'il a été assassiné. L'appartement de Daphne se trouvait juste en face de la Dakota, Central Park, qui s'étend sur 843 hectares, soit environ 3 km et demi carrés, offrait de nombreuses possibilités. Il comptait plusieurs grands lacs, un zoo, un château et de nombreux endroits isolés où chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Ce jour-là, Daphne a passé son temps avec différentes personnes dans le parc. À un moment donné, elle a convaincu quelqu'un de lui acheter une bouteille de 40 onces de bière et quelques cigares Philly. Lorsque Christopher a terminé ses obligations, il a rejoint Daphne et ils ont commencé leurs activités habituelles. Elle provoquait d'autres adolescents, harcelait un homme plus âgé qui jouait aux échecs, puis retrouvait des connaissances pour passer du temps avec elle. Des témoins ont remarqué que Christopher tentait de la calmer, mais elle continuait à agir à sa manière. Plus tard, ils ont rencontré 2 autres patineurs avec qui ils ont fait une course dans la ville, avant de décider de s'arrêter chez Blockbuster Video, où ils ont loué le film Reservoir Dogs. Leur plan était de le regarder chez Daphne, mais comme la soirée était agréable, ils ont choisi de retourner au parc. Daphne et Christopher ont tenté de se mêler à plusieurs groupes de personnes, mais l'attitude agressive de la jeune fille ne plaisait pas aux autres. Finalement, ils ont acheté de la bière et sont repartis avec 4 bouteilles de Heineken. Comme à son habitude, Daphne a essayé de se faire apprécier en offrant de la bière aux autres. Bien qu'ils aient accepté, ils ont rapidement repris leurs occupations. C'est alors que Daphne a remarqué Michael McMorrow, un homme qu'elle avait déjà croisé lors des réunions des alcooliques anonymes. Elle lui a proposé une bière et il a accepté avec gratitude. Après une courte conversation, Michael s'est souvenu d'elle. Michael McMorrow est né le 30 mai 1952 à New York, fils de Charles et Maggie McMorrow. Charles était un immigré irlandais arrivé aux États-Unis dans les années 30. Après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, il est retourné en Irlande, où il a épousé Maggie. Michael était le 2e plus jeune de 4 enfants. Enfant, il vivait dans l'Upper West Side de Manhattan, où il passait ses journées à jouer au baseball, au basketball et au football dans Central Park. À l'âge de 10 ans, l'immeuble où il vivait a été prévu pour des rénovations, obligeant la famille à déménager dans le Bronx, dans un quartier peuplé d'immigrés irlandais. Michael s'est facilement intégré à son nouvel environnement, ses camarades le décrivant comme un garçon poli et sportif. Il aimait le rock et partageait les idéaux anti-guerre de sa génération. Bien qu'il ait apprécié faire la fête et boire en étant jeune, ses amis ont remarqué qu'il ne s'était jamais installé avec quelqu'un. Il a commencé à travailler dans l'immobilier, mais à mesure que ses amis se mariaient et fondèrent des familles, il s'est de plus en plus tourné vers l'alcool. Ses proches ont vu en lui une ressemblance frappante avec son père, qui avait également des problèmes d'alcool. Vers minuit, un policier s'est approché du groupe et leur a dit que le parc allait fermer et qu'ils devaient partir. Bien que la fermeture officielle du parc ait lieu à 1h du matin, personne ne voulait risquer un conflit avec la police ou une éventuelle arrestation, alors ils se sont dispersés. Daphne et Christopher se sont dirigés vers le nord, marchant le long du côté sud-ouest du lac. Michael a salué ses amis et s'est mis en route vers son appartement. Mais sur le chemin, il est à nouveau tombé sur Daphne et Christopher, qui buvaient toujours de la bière et n'étaient donc pas prêts à rentrer chez eux. Il les a rejoints dans le pavillon, connu sous le nom de gazebo, où ils ont continué à boire ensemble. Entre minuit et 1h du matin, une attaque brutale a eu lieu. Daphne et Christopher ont agressé et tué Michael McMorrow. Le motif du crime est resté flou, mais les médias ont plus tard spéculé sur diverses hypothèses.
L'une des théories suggérait que Michael avait tenté de s'approcher physiquement de Daphné, ce qui aurait provoqué la colère de Christopher et déclenché une attaque mortelle au couteau. Des rumeurs ont également circulé sur le fait que Michael était pédophile, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve soutenant ces allégations. Les amis de Michael ont affirmé qu'il n'avait jamais montré d'intérêt pour des relations intimes et que ses seuls véritables amours étaient sa mère et l'alcool. Selon les déclarations ultérieures de Daphné, elle et Christopher avaient décidé de se baigner dans le lac. Après être sortis et s'être rhabillés, Daphné avait froid, alors Michael l'aurait enlacée pour la réchauffer. C'est ce qui aurait, selon elle, mis Christopher en rage et l'aurait poussé à attaquer Michael à coups de couteau. Cette version des faits a ensuite changé et a perdu toute crédibilité. L'agent de police Lee Fairman, qui avait répondu plus tôt dans la soirée à l'appel concernant la disparition de Daphné, est retourné à l'adresse après avoir reçu le signalement d'un corps dans le lac. À son arrivée, Christopher avait déjà été emmené par sa mère, tandis que Daphné était restée dans l'appartement. Elle a froidement raconté à la police que Christopher avait tué Michael McMorrow à Central Park et qu'elle avait eu peur de lui, raison pour laquelle elle avait attendu qu'il parte avant d'appeler la police. Daphné est restée étrangement calme en racontant cette histoire macabre, mangeant une assiette de macaroni au fromage. Elle a affirmé que Christopher avait perdu la tête et tué Michael avant de découper son corps et d'en retirer les organes internes pour qu'il coule dans le lac. Les policiers lui ont demandé de les conduire sur les lieux du crime. Lorsqu'ils sont arrivés au pavillon, ils ont trouvé des traces de sang sur le chemin et une grande flaque de sang près du gazebo. Le corps de Michael flottait dans l'eau, ses organes internes étaient éparpillés dans le lac, ses bras presque tranchés et sa gorge coupée. De nombreuses blessures par arme blanche étaient visibles sur son corps. La police a immédiatement arrêté Daphné et Christopher, tandis que les enquêteurs ont commencé à recueillir des preuves. Les familles des deux adolescents ont engagé des avocats qui ont aussitôt commencé à préparer leur défense pour tenter d'éviter une condamnation à la prison. Le détective Rob Mooney, connu pour son imposante stature et sa détermination, a pris en charge l'affaire. En arrivant sur les lieux du crime, il a découvert l'état terrifiant dans lequel se trouvait le corps de Michael. Après que le corps ait été transféré au bureau du médecin légiste, l'autopsie a révélé que Michael était mort des suites de multiples blessures infligées par un objet tranchant. Il avait été poignardé au visage, au bras et à la gorge. Dans le même temps, les enquêteurs ont poursuivi l'analyse des motivations de ce crime brutal et du rôle joué par Daphné et Christopher. La première attaque contre Michael McMorrow semble s'être produite alors qu'il tentait de se défendre, comme l'indiquent les blessures aux mains caractéristiques des coups de défense. Il semble qu'il soit ensuite tombé en arrière et que l'agresseur l'ait poignardé plusieurs fois dans le côté gauche de la poitrine en visant une zone spécifique. Il est supposé qu'il ne bougeait plus lorsqu'il a été poignardé dans la poitrine. Ensuite, quelqu'un a tenté de lui trancher la gorge et de lui couper presque entièrement les bras. Son abdomen avait été ouvert et ses organes internes extraits. L'agresseur a ensuite placé des pierres à l'intérieur de son corps dans une tentative de le faire couler. Des ecchymoses sur l'arrière de ses jambes formaient 4 cercles parfaitement alignés, ce qui a intrigué les enquêteurs. La police a fouillé l'appartement de Daphné en détail, où ils ont trouvé ses rollers tachés de sang et une montre également couverte de sang. Dans sa commode, ils ont retrouvé le portefeuille de Michael, bien qu'elle ait auparavant affirmé qu'il avait été détruit. Dans la pièce de service de l'immeuble Majestic, où les adolescents avaient séjourné plus tôt, la police a prélevé du sang dans l'évier où ils s'étaient lavés. Dans l'appartement de Christopher, ils ont trouvé des billets de banque en dollars américains, suspectés d'avoir été volés à Michael, ainsi que les vêtements qu'il portait lors du meurtre. Un policier, qui les avait vus plus tôt, a identifié les vêtements retrouvés chez Christopher.
Le couteau retrouvé dans sa chambre semblait propre à première vue, mais des traces de sang ont ensuite été découvertes dessus. Le 24 mai, Daphné et Christopher ont comparu devant la juge Ira F. Bill. L'avocat de Daphné, ancien procureur adjoint du procureur général, a demandé plus de temps pour examiner les documents et l'enregistrement de l'appel au 911 que Daphné avait passé. Christopher a également comparu devant le tribunal ce jour-là, mais pendant l'audience, il a commencé à marmonner dans sa barbe, ce qui a suscité l'inquiétude des enquêteurs sur son état mental. À l'insu de ses parents et de son avocat, Christopher a été transféré à l'hôpital Bellevue pour une évaluation psychiatrique. Lorsque ses parents ont appris la nouvelle, ils ont immédiatement licencié son avocat et engagé Arnold Chris à sa place. Les parents de Daphné ont également changé d'avocat, engageant Benjamin Brafman, célèbre défenseur des riches et des célébrités qui utilisait souvent les médias pour influencer l'opinion publique. L'avocat de Christopher était son opposé total, discret, réservé et concentré sur les détails. Tous deux étaient déterminés à défendre leurs clients. Daphné et Christopher ont été inculpés de 3 chefs de meurtre au premier degré et de 2 chefs de vol au premier degré. La première accusation de meurtre concernait la mort de Michael McMorrow. La deuxième accusation impliquait une mise en danger imprudente de la vie humaine et une indifférence aux conséquences, tandis que la troisième était liée à un homicide commis lors d'un vol. Le vol concernait le vol des affaires de Michael, y compris son portefeuille et son argent liquide, ainsi que les sévices corporels graves ou la mort survenue lors de cet acte. Les 2 adolescents ont été jugés comme des adultes, bien qu'ils puissent être condamnés comme mineurs. L'avocat de Daphné a tenté de négocier un accord avec le procureur. Il a proposé un entretien sous la procédure Queen for a Day, permettant à Daphné de parler librement aux enquêteurs sans que ses déclarations puissent être utilisées contre elle au tribunal. Son objectif était de la faire passer pour un témoin plutôt qu'une complice du meurtre. Lors de cet entretien avec le détective Rob Mooney, Daphné a répété son récit. Elle a affirmé qu'elle et Christopher faisaient du roller dans le parc lorsqu'ils ont croisé Michael. Après que le policier leur ait demandé de quitter le parc, ils sont allés au pavillon près du lac où Michael les a rejoints pour continuer à boire. C'est alors que Daphné a mentionné pour la première fois qu'elle et Christopher avaient décidé d'aller nager dans le lac. Selon elle, après être sorti de l'eau, Michael l'a enlacée pour la réchauffer, ce qui aurait mis Christopher hors de lui, persuadé que Michael tentait de faire des avances à Daphné. L'histoire de Daphné a continué à changer, et jusqu'à aujourd'hui, les faits exacts de cette nuit tragique n'ont jamais été totalement éclaircis. Le détective Rob Mooney a décidé de poursuivre l'interrogatoire de Daphné afin de vérifier la véracité de son récit. Son avocat a accepté, mais ces nouveaux entretiens n'étaient pas couverts par l'accord Queen for a Day. Lors de ces interrogatoires, Mooney a montré à Daphné une photo des ecchymoses circulaires trouvées sur la jambe de Michael. Incapable d'expliquer ces marques, elle a vu Mooney sortir une pièce d'un roller de la boîte à preuves et démontrer que cette pièce correspondait parfaitement aux traces laissées sur la jambe de Michael. Ce n'est qu'à ce moment-là que Daphné a avoué avoir frappé Michael à la jambe après l'attaque de Christopher, affirmant qu'elle l'avait fait parce qu'elle pensait que Michael allait blesser Christopher. Avec cet aveu, Daphné a officiellement reconnu sa participation à l'attaque. Peu après, elle a plaidé coupable pour homicide involontaire au premier degré et a conclu un accord, acceptant une peine de 3 à 9 ans de prison. Elle n'était pas obligée de témoigner contre Christopher. Lors de son audience, elle a déclaré avoir aidé Christopher en faisant tomber Michael au sol d'un coup de pied, mais elle a ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il mourrait. Le ministère public n'a montré aucun intérêt pour un accord avec Christopher, car les preuves contre lui étaient accablantes. Ils avaient trouvé du sang sur ses vêtements, ainsi qu'un couteau taché du sang de Michael dans sa chambre. Le procès de Christopher a débuté le 9 novembre 1998,
devant la Cour suprême du comté de New York. Le procureur a décrit à la Cour l'extrême brutalité du crime, insistant sur le fait que Christopher avait poignardé Michael à plusieurs reprises au visage et aux mains, avant de le frapper au thorax, au cœur, à la gorge et aux poumons. Après la mort de Michael, Christopher lui avait tranché la gorge, tenté de lui couper les bras pour empêcher son identification, puis ouvert l'abdomen et rempli son corps de pierres avant de le jeter dans le lac. Les preuves contre Christopher étaient accablantes, mais la défense a tenté de convaincre le jury que c'était en réalité Daphne qui avait commis le meurtre et avait tout fait pour accuser Christopher. Ils ont rappelé que, après le meurtre, Christopher semblait plus calme que Daphne. Cependant, les policiers qui avaient répondu à l'appel d'urgence avaient décrit Christopher comme agressif, tandis que Daphne était restée d'un calme glaçant. Le jury a eu la possibilité de déclarer Christopher coupable d'homicide involontaire au premier degré s'il ne parvenait pas à un consensus sur l'accusation de meurtre. Finalement, ils l'ont reconnu coupable d'homicide involontaire à la grande consternation de la famille McMorrow. Le juge a condamné Christopher à la même peine que Daphne, 3 à 9 ans de prison. Ce verdict a profondément indigné la famille de Michael McMorrow, qui ne pouvait pas accepter que Christopher, malgré la brutalité de ses actes, reçoive une peine aussi légère. Au final, les 2 adolescents ont purgé leur peine pour leur rôle dans l'un des crimes les plus atroces de l'histoire de Central Park. La famille de Michael McMorrow a été profondément déçue par la sentence infligée à Daphne et Christopher. Ils considéraient que ces peines étaient totalement inappropriées au regard de la brutalité du crime et qu'elles n'apportaient aucune justice pour Michael. En décembre 1998, la famille a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Daphne et Christopher, demandant 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Joanne McMorrow, la sœur de Michael, a déclaré « Notre douleur et notre souffrance ne sont pas moindres, sous prétexte que Michael a été tué par un mineur. Pourquoi leur peine devrait-elle être réduite en raison de leur âge ? S'ils ont été jugés comme des adultes, pourquoi ont-ils été condamnés comme des mineurs ?» Finalement, la famille McMorrow a obtenu un accord à hauteur de 60 000 $ de la part de la famille Abdella. Une partie de cette somme a été utilisée pour installer un banc commémoratif à Central Park en l'honneur de Michael. Daphne a été envoyée au Tryon Girls Center, dans le nord de l'État de New York, où elle a suivi des cours, bénéficié d'un suivi psychologique et travaillé comme plongeuse. Elle était également obligée de suivre des séances sur la gestion de la colère et la toxicomanie. Elle a obtenu son diplôme GED et suivi des cours universitaires. Elle a eu droit à une libération conditionnelle en 2000, mais ses premières demandes ont été rejetées. En 2003, elle a été transférée dans une prison pour adultes où elle a travaillé comme soudeuse et n'a eu aucun problème disciplinaire. Selon les lois de l'État de New York, un détenu ayant un bon comportement doit être libéré après avoir purgé les 2/3 de sa peine. Daphne a été libérée le 16 janvier 2004. À son retour dans l'immeuble Majestic, elle a dit aux journalistes qui l'attendaient de la laisser tranquille avant d'entrer dans l'immeuble. Sa mère, Catherine, était décédée en 2002 d'une crise cardiaque. Christopher a également été transféré dans une prison pour adultes en 2003 où il a appris la soudure et la mécanique. Son seul incident disciplinaire en détention concernait la possession de cigarettes. Il a été libéré quelques jours après Daphne en 2004. Ses parents ont été agressifs envers les journalistes, protégeant Christopher, qui est resté discret et éloigné des médias. Daphne n'a pas réussi à rester à l'écart des ennuis après sa sortie de prison. Quelques jours seulement après sa libération, l'un des amis de Michael a trouvé un message sur le banc commémoratif qui disait « Repose en paix, j'ai essayé de te sauver. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée à toi et à ta famille. » Signé D.
Ce message semblait être une tentative d'apaiser son sentiment de culpabilité, mais il montrait aussi qu'elle n'avait jamais complètement assumé la responsabilité de ses actes. Plus tard cette année-là, Daphne a été arrêtée pour avoir passé des appels téléphoniques menaçants à un ancien détenu. Malgré la gravité des menaces, elle n'a pas été renvoyée en prison. En 2009, elle a intenté un procès contre 2 personnes après un accident de voiture, affirmant avoir subi de graves blessures et une grande détresse émotionnelle. L'issue de cette affaire est restée inconnue. L'affaire de Daphne et Christopher était un autre exemple des peines plus légères infligées aux mineurs en raison de la présomption qu'ils ne sont pas pleinement conscients des conséquences de leurs actes. Bien que la réhabilitation donne parfois des résultats positifs, la famille McMorrow était convaincue que la justice n'avait pas été rendue. Quoi qu'il en soit, rien ne pouvait ramener Michael à la vie ni effacer l'horreur du crime commis cette nuit fatale.